Bonjour à tous, merci d'être parmi nous aujourd'hui, surtout au retour de cette longue période estivale. Un grand plaisir de vous retrouver pour ces webinaires qui s'inscrivent dans la création de l'espace France Gestion que j'ai l'honneur d'animer. Comme vous le savez, cet espace est un espace qui est dédié aux adhérents, que vous soyez TPE, artisans, profession libérale. C'est un espace d'innovation au service de votre organisation et l'amélioration de votre gestion au quotidien. Très prochainement, nous reviendrons vers vous pour vous proposer des nouveaux services et puis surtout, vous pouvez toujours nous retrouver un week-end sur 2 jusqu'au mois de décembre pour traiter des problématiques diverses et variées. Dans la continuité des derniers webinaires qu'on a eu au mois de juillet, on en avait fait un sur l'analyse de la donnée. Nous avons souhaité aujourd'hui donner la parole à plutôt des éditeurs, des porteurs de solutions informatiques et qui sont des solutions qui vont répondre aux problématiques business des TPE et PME. Et donc pour ce webinaire, nous avons choisi le thème analyse de données au service de la prise de décision, cas d'usage concret. Évidemment, comme l'exploitation de la donnée n'est pas un cas qui est plutôt un cas de toutes les entreprises, c'est pas réservé aux grosses entreprises, l'enjeu aujourd'hui, c'est de voir avec Sylvain Gilibert, qui est CEO d'Atometrix. Merci d'abord Sylvain d'être parmi nous. Merci. Et d'avoir répondu présent. Et l'idée, c'est que tu nous présentes un peu cet outil qui est facile de prise en main avec des vrais cas d'usage qui vont aider les chefs d'entreprise qui nous regardent à la prise de décision. D'abord, Sylvain, moi j'aimerais bien qu'on s'attarde sur une première question. D'abord, quand tu m'as raconté l'histoire de la création d'Atometrix, je trouve ça assez intéressant, surtout comment vous avez articulé et remodifié votre modèle économique face en fait aux demandes et surtout à la réaction des chefs d'entreprise quand tu es venu leur proposer ton produit. Je te laisse répondre d'abord à la première question. Ok, parfait. Alors déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci à je suis toi. très honoré. Et effectivement, alors quand on a lancé Atometrix, donc ce qu'il faut savoir, on est 2 cofondateurs à la base, donc Lucas Unterreger et moi-même. Et on vient tous les 2 du monde du conseil, mais du conseil plutôt pour les grandes entreprises. Et donc on a voulu en fait adapter des outils qu'on utilisait pour les grands groupes, pour les rendre accessibles en fait alors pas justement aux 200 grands groupes qui sont en France, mais plutôt aux 3 millions de toutes petites entreprises qui sont, en fait, qui sont la base de notre modèle économique et social, qui ont une grande importance et qu'on voit en fait dès qu'on descend dans la rue. Et donc pour ce faire, on a essayé de comprendre, de nous adresser d'abord à eux, aux chefs d'entreprise, pour voir si l'analyse économique, sous une forme ou sous une autre, pouvait les intéresser. Et donc là, alors c'était une assez longue phase d'investigation. Où on a justement proposé des premières analyses à ces chefs d'entreprise. Et donc, en gros, on a fait du porte-à-porte et on est allé les voir pour savoir si ça les intéressait de se comparer avec leurs concurrents locaux, de quel type d'informations ils avaient besoin sur les fonds de commerce, etc. Et de fil en aiguille, en fait, on a fait 3 constats clés, on va dire, sur cette phase d'investigation. 1, ça les intéresse et tous nous ont confirmé que c'est vraiment des informations qui étaient importantes pour eux dans pas mal de moments dans leur vie, donc on y reviendra. 2, qu'en fait il fallait adapter les prestations qui étaient réalisées pour les grands groupes. Ce qui compte pour eux, c'est quelque chose de très simple et surtout donc simple d'utilisation, pas forcément de réduit, et surtout qui soit centré sur leur marché local. Donc il faut qu'on leur parle de leur marché local, puisque dans 90% des cas, le marché d'une TPE, c'est d'abord son marché local, son environnement immédiat. C'est celui de sa chalandise en quelque sorte. Exactement. Et puis le 3e constat, c'est qu'en fait, alors ça dépend des profils, mais dans la grande majorité, ils ont besoin d'un tiers de confiance pour réaliser ces prestations. En gros, ils sont très preneurs de ce type d'informations, mais ils n'ont pas toujours le temps, la bande passante, ou alors les connaissances pour pouvoir les utiliser eux-mêmes. Et donc c'est là qu'ils ont besoin d'un partenaire pour le faire, donc un centre de gestion, un expert comptable, une banque, un conseiller. En tout cas, ils ont besoin d'être accompagnés là-dessus. Voilà, c'est les 3 principaux constats qu'on a. D'accord. Donc en fait, en gros, la solution que tu avais développée, que je connais assez bien, parce qu'elle est vraiment très user-friendly, très simple d'utilisation, ne convient pas. Il faut quand même au-delà un conseil qui soit apporté par un tiers de confiance ou par quelqu'un qui a cette connaissance. Du coup, ça me permet de rebondir sur la deuxième partie. La prochaine question, c'est quels sont les cas d'usage en fait que tu proposes sur cette plateforme? Est-ce que vous proposez des cas d'usage qui s'adaptent justement, tu as dit, tout
tout au long de la vie de l'entreprise. Est-ce qu'on peut parler de la reprise d'activité? Est-ce qu'on peut parler d'une création d'entreprise, d'un rachat, si je souhaite vendre? Est-ce que tu as des cas d'usage assez riches et assez étendus pour répondre à toutes ces problématiques-là? Alors, en effet, alors déjà notre plateforme, elle n'a pas toujours été très user-friendly. D'ailleurs, on avait commencé par développer une première plateforme qui était un bid, on peut le dire, tout simplement parce qu'on n'avait pas assez sondé justement les utilisateurs potentiels. Donc voilà, c'est pas souvent quelque chose qu'on raconte, mais souvent je pense que les startups, c'est un peu comme ça qu'elles se développent. Et effectivement, alors on couvre tout un tas de cas d'usage avec l'analyse de données. En l'occurrence notre plateforme, mais en fait c'est vrai pour toute forme d'analyse de données, et notamment, alors il y a plusieurs dimensions. En fait, une petite entreprise, elle peut avoir besoin de la donnée pour prendre des décisions éclairées tout au long de son cycle de vie. Donc ça peut être en création pour une reprise, où là on a besoin de valider le fait qu'un emplacement est un bon emplacement, d'apprendre à faire un business plan ou de connaître un peu les ratios du marché, même de manière très globale. Par exemple, d'avoir une opinion ou des références en termes de valorisation de fonds de commerce, si c'est une activité qui s'appuie sur un fonds de commerce. Pareil pour les locaux commerciaux, l'immobilier, etc. Donc ça, c'est plutôt en amont. Ensuite, pendant le cours de la vie et du développement de la société, là, on a plus besoin de se comparer aux autres pour comprendre si on est en avance, en retard. Tu veux dire comparer nos marges, des éléments comme ça pour voir un petit peu. Il me semblait aussi que tu avais, par exemple, un comparable par rapport aux salariés. Est-ce que j'ai une masse salariale plus élevée, plus basse que le secteur, à chiffre d'affaires constant, ou des choses comme ça? Voilà, c'est exactement ça. En fait, c'est essayer de comprendre ou de diagnostiquer rapidement voilà, où on en est par rapport au secteur dans son ensemble. Et souvent, et c'est vraiment ça qui va leur parler, donc il faut leur parler de leur secteur et, comme je le disais en introduction, de leur localité. Donc être capable de dire, voilà, sur votre localité, parmi les, on va dire, 50 sociétés qui sont dans votre secteur d'activité, voilà comment se trouvent vos principaux ratios, masse salariale, ça peut être le besoin de fonds de roulement, etc. Donc tout un tas d'indicateurs qui, au-delà finalement de leur valeur absolue, vont être intéressants quand ils vont être mis en relation avec d'autres autour de vous. Donc ça, c'est plus pour la phase de développement de l'entreprise, de gestion en tant que telle. Et puis après, dans on va dire la fin du cycle de vie, en tout cas pour une affaire en question, là on va plutôt raisonner patrimoine, essayer de comprendre finalement à combien on peut valoriser son patrimoine. On est plus dans une notion d'évaluation financière, essayer de comprendre finalement au moment de la cession, trouver des références pour être capable d'évaluer finalement la cession de son activité. Et en fait, je peux l'évaluer en faisant des comparables par rapport à quoi? À des sociétés de même taille qui se sont vendues? On peut avoir ce type de données pour les comparer? Alors oui, c'est possible, sachant que aujourd'hui, on n'a pas trouvé de bonnes sources qui permettent d'avoir des sessions de sociétés en open data, donc utilisables. Mais par contre, ce qu'on va pouvoir faire, c'est par exemple analyser une société, mais actif par actif. Donc on va avoir des références pour le fonds de commerce, des références pour les actifs immobiliers. D'ailleurs, les comptes servent de référence pour tout un tas d'éléments d'actifs qui sont très bien pris en compte par les éléments comptables. Voilà, et donc en fait, on va non pas avoir une référence globale dans la majorité des cas, mais plutôt être capable d'avoir des références sur les différents actifs qui constituent la société. Et comme tu l'as dit, c'est vrai que ce qui est très important, c'est non pas de raisonner de manière générique, mais plutôt de bien cibler un secteur d'activité, une localité, une taille, un niveau de maturité. Enfin, il y a énormément de facteurs à prendre en compte. Donc même le niveau de maturité, on peut le rentrer dans ton outil, quoi. On compare pas une entreprise évidemment qui a 2 ans, une entreprise qui en a 20. Exactement, voilà. Ou par exemple, vous allez pouvoir voir, alors je prends par exemple le menu des fonds de commerce qui traite exactement un de ces problématiques. Donc là, on va voir au niveau local toutes les ventes de fonds de commerce. Et après, on va avoir des analyses de valorisation. Donc, on va exprimer une valeur en fonction d'un agrégat, on va dire multiple de chiffre d'affaires. Combien de fois de chiffre d'affaires j'ai payé mon fonds de commerce? Et ça, on va être capable d'affiner. Donc, on peut sélectionner des fonds entre, 500 000 € et 1 million d'euros. Des fonds qui sont sur votre localité, qui ont été vendus entre telle date et telle date, et dont la maturité était de, entre 0 et 3 ans ou 3 et 5 ans. Enfin, on peut aller assez loin, en fait, dans les critères. D'accord. Et ces informations, tu les as en open data sur les sessions d'entreprise? Alors majoritairement, donc il y a le BODAC qui produit ce type d'informations pour les ventes de fonds de commerce.
Voilà. Après, on pourrait y revenir, mais c'est vrai on a de la chance en France. On va y revenir à cette notion d'open data qui m'intéresse et je pense intéresse tout le monde. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que c'est une mine d'or pour toutes les entreprises en France. Le fait qu'on ait finalement une grande ouverture des données publiques, ce qui permet de construire des modèles et puis d'accompagner les créateurs et les dirigeants en fait grâce à ces informations. Moi, il y avait un cas d'usage que je trouvais intéressant, c'est que quand on est créateur d'entreprise et qu'on accompagne une entreprise dans sa création, on pouvait aussi connaître le revenu moyen des habitants du secteur, parce qu'on avait le cas, par exemple, d'une entreprise qui voulait faire du luxe, mais en fait, elle se rend compte qu'elle ne peut pas faire du luxe parce que le quartier et l'emplacement qu'elle a choisi, il n'y a que des étudiants, par exemple, et ils n'ont pas les moyens de... Et ça, c'était vraiment intéressant, si tu peux nous en dire plus un peu sur ce type de cas similaire, parce que là, vraiment, je trouve qu'on touche dans le business, et là, on est vraiment dans l'accompagnement du chef d'entreprise. Je veux créer une entreprise, j'ai pas juste besoin, en fait, d'un accompagnement. Évidemment, tout le monde, on va l'accompagner sur la partie juridique et fiscale, ça, on sait faire, mais sur la partie business à proprement dit, je trouve vraiment que ce sont des nouveautés qui sont qu'on peut faire aujourd'hui grâce à toutes ces parties open data, mais il n'y a pas que de l'open data, hein. Je pense qu'il y a aussi du travail derrière, de l'agrégation de données, de l'analyse de données, mais ça pour moi, et je pense que pour ceux qui nous suivent, c'est vraiment des sujets très importants de pouvoir du coup tout asseoir, prendre ma décision tout en connaissant les comportements de mes concurrents, de mes futurs clients, dans ma zone de chalandise, et tous ces éléments-là. Voilà. Alors c'est vrai, en fait, avec l'open data, même avec la data de manière générale, on va pas tout faire. En tout cas, nous, c'est notre conviction. Il faut quand même un être humain, un regard critique pour être capable vraiment d'accompagner. Et d'ailleurs, souvent, les dirigeants ou les entrepreneurs connaissent très très bien leur domaine. Oui. Et donc, voilà, ils sont tout à fait capables de regarder de manière critique la donnée. Mais c'est vrai, dans certains cas, et c'est notamment le cas de l'accompagnement d'un créateur, on va être capable, en multipliant les sources, donc en fait, en multipliant les faisceaux d'indices, de l'amener à se questionner sur son positionnement. Alors l'exemple du luxe, c'est un très bon exemple. En exploitant notamment les données de l'INSEE sur la population, on va être capable de voir si sur une zone, on a une population qui a des revenus plus ou moins élevés. On va être capable de regarder comment cette population se décompose par tranche d'âge. Et donc c'est déjà deux indications très importantes pour établir si oui ou non, je sais pas, par exemple, le fait de proposer des cupcakes va être intéressant sur tel ou tel quartier, puisque c'est plutôt un produit qui est haut de gamme et qui est destiné aux, on va dire, 15-40 ans. Et puis c'est souvent par rapport au ressenti. J'ai eu une créatrice d'entreprise qui veut être accompagnée sur cette partie-là et qui me dit moi le quartier ça commence un peu à devenir à changer, il devient un peu bobo, il y a des gens qui voilà, ça commence à devenir un peu plus aisé. Je lui dis écoutez, j'en sais rien. C'est vrai que c'est le ressenti que vous en avez, mais en réalité, tout ça, il faut l'analyser, parce qu'on peut avoir aussi notre ressenti. La réalité, des fois, on est un peu surpris quand on regarde les chiffres et on se dit, en fait, on ne savait pas qu'au final, il y avait ce comportement-là. Tout à fait. Et d'ailleurs, en fait, il faut aussi un outil de communication, et c'est à ça que servent, c'est dans ce sens-là aussi qu'il y a utilisé la plateforme qu'on propose, mais en gros, voilà, on peut avoir une conviction, le fait de la confronter à des chiffres, ça permet de l'appuyer, de la justifier et aussi de l'expliquer aux autres. Donc par exemple, un créateur ou un dirigeant, il va s'adresser à ses créanciers, à ses investisseurs, à ses partenaires. Et donc le fait d'être capable de montrer ou d'expliquer sa conviction, mais avec des données précises, ça lui permet d'être comment dire, mieux entendu, mieux écouté, mieux compris. Donc c'est aussi une des dimensions importantes de la donnée. Ça peut étayer, appuyer en fait une conviction et la rendre plus compréhensible. D'accord. Et cet outil, aujourd'hui, il est quand même disponible en application telle quelle? Oui, en fait, c'est une plateforme SaaS, donc Software as a Service. En gros, c'est un site internet. C'est un principe d'abonnement. Alors voilà, il est plutôt destiné en fait aux partenaires des entrepreneurs et des dirigeants, même si quelques-uns, voilà, en fait, de manière, j'allais dire un peu en dehors du chemin classique, viennent voir dessus. Mais voilà, le principe, c'est que c'est vraiment destiné à des gens qui sont en capacité d'accompagner les entrepreneurs, les dirigeants, en ayant justement cette culture data et donc données et analyse financière pour répondre au cas d'usage qu'on avait identifié au début, c'est-à-dire, voilà, ça m'intéresse, mais j'ai besoin qu'on m'aide à l'utiliser. Et tu, en tout cas sur le cas que je connais du tien, pas toute cette plateforme-là, tu avais aussi fait des partenariats avec des tiers
pour pouvoir aller un peu plus loin sur des bases de signaux faibles d'entreprise. Est-ce que cette entreprise est défaillante ou pas, se comparer, parce que c'est vrai que voilà, si la personne elle est accompagnée, elle aura tout le conseil, mais si elle va de manière très légère, elle peut zapper certaines choses qui sont super importantes sur la viabilité de l'entreprise qu'elle est en train d'acquérir. Et donc tout ça on le retrouve aussi aujourd'hui. Cette offre-là, elle existe telle quelle. Ouais, tout à fait. En fait, il y a encore une fois, on fait résonner plusieurs types de données ensemble pour arriver à produire une image un peu, on va dire 360. Donc sur le marché, effectivement, quelle est la nature de la population, de la clientèle potentielle, quelles sont les marges de mes concurrents, les ventes de fonds de commerce immobilières, mais aussi tout ce qui est santé des entreprises, en essayant de montrer finalement si on a un taux de difficulté plus important qu'ailleurs, si on a une accélération des procédures collectives, ce qui peut aussi d'ailleurs remettre en cause les valorisations qu'on a observées sur des fonds de commerce par le passé, parce que il y a plus de plus de faillites et donc potentiellement aussi plus d'opportunités à un niveau de prix moins élevé, etc. Je parlais tout à l'heure avec un confrère qui, lui, en fait, s'amuse un peu à récupérer tout ce qui est en open data et notamment les informations de l'INSEE. Et il me disait, tiens, tel code APE, les entreprises, elles ont une durée de vie de 2 ans. Et ça, ce sont des données, enfin, aussi qui peuvent être intéressantes. Mais il me parlait ça, il me disait, tiens, un jeune expert comptable qui s'installe, il va peut-être pas aller vers des codes APE qui vont avoir 2 ans de vie, mais plus ceux qui vont 10 ans ou 15 ans. Après, tout dépend, en fait, parce que ça va s'adapter à l'activité et à la stratégie et quelle entreprise tu as en face de toi, quelle entreprise cliente utilise ta solution. Alors oui, c'est exactement des données qu'on peut calculer grâce notamment à l'INSEE, qui fait vraiment un travail incroyable en termes d'analyse statistique et de partage des données. Et alors nous on calcule plus un taux de survie à 3 et 5 ans, ce qui n'est pas particulièrement la façon gaie de le présenter, mais disons que c'est quelque chose qui est regardé par les banquiers qui sont aussi des interlocuteurs des dirigeants. Est-ce que ces taux ont changé avec la crise actuelle? Alors, en fait, on observe, mais c'est assez récent, on observe quand même un peu une accélération des procédures collectives, même si c'est pas très net, puisqu'on a encore des aides qui soutiennent énormément les dirigeants. Mais dans certains secteurs, en fait, on commence quand même à avoir un peu une accélération des procédures collectives. C'est encore vraiment très très mineur et on a un niveau de défaut qui est beaucoup plus bas que ce qu'on observait avant la crise. Donc on n'y est pas encore, mais voilà. Et encore, pour rebondir sur ton point, même si sur un secteur on voit que la durée de vie est très courte, en fait, il n'y a pas de mauvais résultats ou de mauvaises données. C'est juste quelque chose à expliquer. Si on est sur un secteur très nerveux, où il y a beaucoup de rachats, où les sociétés se vendent très vite, on peut avoir des données qui paraissent anormales. Le tout, c'est de le savoir et d'être en mesure de l'expliquer ou de le comprendre quand on se positionne sur le secteur. Pour établir une stratégie qui va avec. Effectivement, donc, si je vais sur un secteur où la durée de vie est de 3-5 ans, c'est à moi de me démener pour être meilleur que la moyenne du secteur. Exactement. C'est moyenne de toute façon. Oui, et puis voilà, on peut avoir une durée de vie plus ou moins longue pour différentes raisons. Donc c'est vrai que si c'est à chaque fois une faillite, là il y a une question à se poser. Donc il faut être en mesure d'expliquer pourquoi ça va pas nous arriver à nous. Si c'est parce que il y a énormément de turnover, que les sociétés se revendent et du coup elles disparaissent. Donc voilà, il y a énormément de choses. Par exemple, les pharmacies, il y a un mouvement de concentration. Il y a beaucoup de fermetures. Je suis pas sûr que le marché dans son ensemble se restreigne beaucoup. C'est plus des concentrations, à mon avis, c'est ça? Exactement, c'est ça. Et donc en fait, voilà, il y a plusieurs façons d'interpréter une donnée. Et c'est aussi à ça que ça sert, de mettre un humain derrière pour être capable de bien guider le dirigeant et de bien lui expliquer ce qu'il y a derrière la donnée, en fait, qui encore une fois peut pas tout faire toute seule. Oui, ce que tu veux dire que oui, même si la plateforme elle est simple d'utilisation, évidemment, il faut quand même l'analyser et comprendre les enjeux qu'il y a derrière. Les chiffres tout seuls, ça suffit pas, quoi. Exactement, c'est tout à fait ça. Et du coup, si on peut revenir un petit peu sur l'open data, on en parlait brièvement, sur cette open data que tu utilises, on parlait des données de l'INSEE, des données d'un fonds, enfin toutes les données que tu utilises pour essayer d'avoir tout cet ensemble en fait d'agrégats que tu proposes de comparaison pour les entreprises qui peuvent les aider en fait qu'importe la phase dans laquelle ils se trouvent. Si tu peux nous en dire un peu plus, parce qu'effectivement l'open data aujourd'hui c'est... Alors je ne sais plus quel décret, en quelle année, c'était pas en 2019 qu'il y a eu un décret sur l'open data qui a rendu tout cela public. J'avoue que je ne sais pas. Oui. Et du coup, effectivement, il y a moi, je trouve que c'est une richesse incroyable ce qui existe sur les open data, notamment sur DataGouv et Talab. C'est juste incroyable. Et je voudrais que tu nous fasses un petit focus là-dessus. Comment t'arrives-toi à en tirer parti et tout ça? Alors, en fait, et c'est vrai qu'on a de la chance. Je crois qu'il y a un classement du partage de données par les différents pays.
et la France est 4e. Et donc c'est voilà un très très bon classement, et notamment parce que on a l'INSEE qui fait des statistiques depuis très très longtemps et qui les partage, mais pas que. Alors comment en tirer parti? Déjà, on croit souvent que l'open data c'est gratuit. Non, c'est pas gratuit, c'est libre d'accès. Donc en fait, on a le droit d'utiliser ces données sous certaines conditions, mais elles sont pas disponibles dans un format qui est très simple ou très simple d'utilisation. Voilà. Et donc en fait, il faut, en tout cas ce que nous on a fait, il faut créer une architecture qui permette dans l'ordre, de mettre à jour, donc d'aspirer quelque part ces données pour les utiliser, ensuite de les vérifier, de les historiser pour qu'on puisse retrouver justement des analyses documenter des choses dans le temps et faire des séries historiques. Et ensuite, il faut les géolocaliser pour notre cas d'usage, parce que c'est très important d'être capable de voir ce qui se passe sur son secteur. Et ensuite, effectuer une série de calculs pour faire parler la donnée. En fait, l'idée, c'est pas forcément d'avoir une donnée source, mais plutôt d'avoir un indicateur, un taux qui utilise cette donnée pour produire une information. Donc, typiquement, on va calculer une marge. On va pas montrer une moyenne des achats de matières premières qui n'auraient pas beaucoup de sens, mais par contre, une marge, là, ça parle beaucoup plus et c'est exploitable. Voilà. Donc, et peut-être juste une dernière précision. En fait, avant de créer cette architecture, ce qu'on fait systématiquement, c'est quand on voit, déjà, je crois que c'est Benoît Paris qui avait dit ça dans une des éditions précédentes, il faut vraiment partir du besoin client, se demander finalement ce que l'entrepreneur va vouloir avoir comme service, remonter sur la donnée dont il va avoir besoin, qui est parfois couverte par l'open data, parfois par la donnée privée. Et ensuite, quand on a identifié une bonne donnée, il va falloir l'analyser, c'est-à-dire regarder de quoi est faite cette telle ou telle base de données, faire des maquettes, présenter ces maquettes pour les tester, voir si ça a de l'intérêt, et ensuite seulement, on peut décider de les intégrer et de créer une architecture automatisée, etc. Mais il y a tout ce... Et comme tu disais, après tu les croises avec d'autres données pour te donner le bon indicateur qui va servir à l'entreprise pour prendre sa propre décision en fonction de sa situation. Exactement, voilà, c'est tout à fait ça. D'ailleurs, très souvent, les croisements, alors certains sont issus un peu de notre expérience précédente, mais souvent c'est soit les dirigeants, soit leurs partenaires, donc experts comptables, centres de gestion, banques, etc., qui vont nous indiquer finalement quel croisement leur semblerait pertinent. Mais c'est vrai que en croisant les données, on va avoir une bien meilleure indication qu'en prenant une donnée isolée. Typiquement les fonds de commerce, on a une valeur du fonds de commerce, si on la croise avec les chiffres d'affaires, on a un multiple. Et le multiple, ça a beaucoup plus c'est plus intéressant que juste une valeur en euros d'un fonds de commerce. En tout cas, c'est vraiment, moi je suis grande fan de l'open data, même si je sais que, comme tu l'expliques, il y a beaucoup de travail, mais c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir des données aussi riches qu'on n'avait pas il y a 5 ans, il y a 10 ans. Et aujourd'hui, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nos clients et pour les chefs d'entreprise que nous sommes, puisqu'on a des données qui existent sur le marché, qui sont fiables, qui sont vérifiées et qui nous permettent en fait d'aller beaucoup plus loin dans la prise de décision et avoir des entreprises bien plus pérennes en fait. Et ça c'est vraiment pas mal, je trouve, justement par rapport à cette open data. Du coup, en parlant de cette open data, je voulais du coup te poser une question relative justement au rapport en fait que tu as, parce que l'outil permet finalement de donner des rapports avec tous ces agrégats-là. Est-ce que du coup, on a bien compris ce que tu nous as expliqué comme cas d'usage, mais est-ce que tout ça est figé dans le temps ou est-ce que n'importe quelle personne qui aura accès à ta plateforme pourra aussi l'adapter un petit peu en quelque sorte pour pouvoir avoir sa réponse à elle-même en fait, puisque on l'a dit, chaque entreprise est totalement différente. Comment en fait on peut... Alors c'est un très bon point, effectivement. C'est difficile de faire un outil qui soit standard et de faire un outil qui soit spécifique. Malheureusement, c'est souvent soit l'un, soit l'autre. Grâce à l'open data, on arrive à avoir énormément de données différentes et qui sont pertinentes pour vraiment un grand nombre de secteurs. Et donc, ça, c'est la partie standard. Après, c'est sûr que en fonction de votre secteur, par exemple, il y a des secteurs sur lesquels il n'y a pas de session de fonds de commerce, mais plutôt des sessions de clientèle, de patientèle, etc. Voilà. Donc, un outil tel que le nôtre va essayer de couvrir de manière standard le plus de secteurs possible. Et après, chacun peut se faire sa propre analyse en justement partant de cet état de fait et ensuite en rajoutant lui-même les données qui vont lui manquer. Pour prendre un cas d'usage concret,
Voilà, on avait un hôtelier en fait qui sur une zone qui était une zone touristique faisait une analyse de la valeur de son hôtel. Il a trouvé énormément de données grâce à la plateforme et il les a complétées avec une analyse prospective du tourisme sur l'impact du Covid notamment, etc. Et ça en fait, comme tu l'indiquais, c'est incontournable. Encore une fois, c'est une très bonne base de départ. Dans la plupart des cas, c'est suffisant, mais parfois, et même souvent, il faut vraiment compléter ça pour finalement s'approprier le rapport et répondre aux cas spécifiques en fait sur son propre secteur. Tout à fait. Mais écoute, merci beaucoup Sylvain pour ces explications qui sont vraiment très claires sur l'analyse de données et comment elle peut contribuer en fait à aider l'entreprise à prendre des décisions et avancer avec. Je ne sais pas si tu as encore autre chose à rajouter avant qu'on passe à la question de Laurent qui va recueillir toutes les questions de nos internautes. Non, juste voilà, encore une fois vous remercier de nous donner l'opportunité de vous expliquer ce qu'on fait. Du coup, avant que Laurent pose la question, je voulais juste que tu nous confirmes. Je sais que évidemment RGPD, données, il y a RGPD, il n'y a pas énormément de données personnelles dans tout ce qu'on a dit. Je voulais juste que tu nous confirmes que tu es bien RGPD compliant. Alors oui, et en fait c'est vraiment une partie importante de notre processus de traitement de la donnée. Donc on a toute une phase où on s'assure justement de bien être en conformité avec les RGPD et notamment il y a des bases où finalement les différents établissements, parce que nous on est plutôt sur des établissements qui sont référencés, peuvent choisir de disparaître des bases et à ce moment-là nous il faut qu'on tienne un registre et que dès que quelqu'un émet la demande pour disparaître finalement de la base, qu'il soit bien exclu, etc. Donc oui ça fait partie des traitements qu'on réalise. Donc, voilà, parce que c'est vraiment un point important et on a oublié d'en parler. Je trouve que voilà, faut rassurer tout le monde sur le côté RGPD et puis moi aussi parce que j'aimerais bien être utilisatrice de ta solution. Merci beaucoup Sylvain. Laurent? Alors, nous avons une question, enfin tout au moins une personne qui s'inquiète un peu de la rareté des données actuelles gratuites. Effectivement, elle nous rappelle que désormais, nous n'avons plus l'obligation de faire un bilan, enfin tout au moins pour certains d'entre nous, et également la confidentialité du dépôt des comptes. Est-ce que c'est un souci ou pas? Comment faire? Alors, donc merci. Alors, c'est une bonne question qu'on nous pose souvent. Donc il y a plusieurs choses. Déjà, je pense que ça fait particulièrement référence aux données sur les comptes, effectivement, les comptes annuels des sociétés. Et ce qu'il faut voir, c'est que ça, c'est une petite partie des informations qui sont disponibles et notamment, qui permettent de faire de l'analyse économique. C'est une partie importante, mais ça n'est pas le tout. Et ensuite, sur cette partie bien particulière, effectivement, il y a une attrition, une diminution en fait du nombre de petites sociétés qui donnent leur compte de manière non confidentielle, qui le partagent via l'open data. Il en reste encore beaucoup, l'échantillon est suffisamment représentatif, mais c'est vrai que ça diminue. Après, ce qu'on a mis en place, nous, c'est la possibilité pour des partenaires de partager leurs propres données pour justement compléter cette base qui est une base publique avec une base qui est confidentielle et qu'on va anonymiser pour justement être bien en accord avec la RGPD et le traitement de la donnée. Donc en fait, on va retranscrire cette information qui est de nature confidentielle sous la forme de ratios uniquement, mais pas nominativement. Donc voilà, en gros. Quel type de données? Je pense savoir de quoi tu parles, du fichier d'écriture comptable, le FEC des entreprises, c'est ça? Oui, alors tout à fait. Le FEC, ça fait partie des sources qui nous permettent d'avoir des informations de ce type-là sur les comptes des entreprises. Il y en a d'autres à travers des partenariats. Par exemple, l'alias fiscal, c'est aussi une information qui peut être utilisée. Mais voilà, oui, c'est ce type d'information exactement. Et du coup, comme tu expliquais, c'est plus le volontariat des personnes qui vont sur ton application de déposer leur FEC pour qu'il y ait en fait, ou leurs données comptables et financières, puisqu'elles sont peut-être pas sur le site, elles sont peut-être pas déposées ou on les a pas. Et du coup, ça permet d'avoir plutôt une mutualisation des données des personnes qui travaillent sur ta plateforme. Voilà, c'est exactement ça. Et c'est pour moi un des points clés de l'analyse de données, c'est basé sur le nombre, c'est bien évident. Et donc la mutualisation, c'est un des points clés en fait pour arriver à faire une bonne plateforme. Et donc c'est vrai que sur ces données-là, on a l'open data qui représente quand même encore un grand nombre de données, mais qui diminue graduellement à travers le temps, et donc qui sont complétées sur la base du volontariat
à travers des partenariats voilà, avec certains de nos clients, partenaires qui partagent également leurs données, que ce soit des FEC ou des liasses ou des comptes, des lignes de compte. Voilà. Merci. Une autre question peut-être? Il y avait une deuxième question qui s'adresse à Frangestion. Est-ce que les Frangestion communiquent ces données à Atometrix? Donc la réponse est non. Voilà. Donc voilà. Et puis, non, Frangestion n'a pas forcément de lien avec tous les éditeurs qui viennent. Exactement. Et en complément, Laurent, je pense que si Frangestion partageait ces données, on en aurait averti les adhérents. Donc ne vous inquiétez pas, évidemment, Frangestion respecte le RGPD et il n'y a pas de partage de données sans que les uns et les autres soient au courant. Tout à fait. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup Laurent, un grand merci à toi Sylvain, merci pour ce webinaire. C'est vraiment très riche en informations, très riche en points positifs que peuvent en tirer les entreprises. Merci à toi et puis merci à tous. Je vous donne rendez-vous le 24 septembre. N'oubliez pas de vous inscrire auprès de votre OGA et cette fois-ci, on va parler de gestion d'entreprise et comment gérer les entreprises avec une autre solution qu'on vous présentera le 24 septembre. Merci à tous. Merci.